Le 20 novembre 1988, Bernard de Montréal a lancé son livre La Genèse du réel lors d'une soirée mémorable à Montréal. Malheureusement, le livre a été retiré du marché depuis son décès. Dans les premières minutes de la soirée de lancement, Richard Glenn propose à Bernard de lire l'avant-propos du livre, afin d'établir un lien entre sa voix et le texte imprimé. Après quelques hésitations, Bernard préfère que François Peyotte le lise, expliquant qu'il préfère éviter de critiquer son propre matériel en le relisant. François prend donc la place de Richard et lit l'avant-propos, qui explique que les études supramentales ont débuté en 1969 et ont permis à l'homme de comprendre les lois de la vie et de l'univers. Le livre adopte une approche évolutive pour intégrer progressivement ces lois, et chaque chapitre est une partie de la synthèse globale. La lecture de la genèse du réel est ouverte, car elle nécessite une attitude libre et une perception du réel reposant sur l'involution et l'évolution de l'homme. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde la notion de vibration et de forme. Il explique que lorsque l'on fonctionne sur un plan mental en lien étroit avec sa source créative, celle-ci est dépourvue d'égoïsme. Cependant, il est difficile pour une personne de revenir dans le monde matériel et de s'ajuster à la vibration de la forme. C'est pourquoi Bernard de Montréal préfère que d'autres personnes lisent ses livres et les adaptent pour que le public puisse en bénéficier. Il souligne également que l'intelligence est une énergie différenciée que l'homme doit concrétiser en lui donnant une forme. Il explique que l'homme nouveau doit détruire les anciennes formes et en reconstruire de nouvelles, exprimant ainsi son savoir universel. Toutefois, cette transformation demande une remise en question de soi et une équilibration émotionnelle et mentale. Dans La genèse du réel de Bernard de Montréal, il explique que la connaissance mémorisée par les individus se transformera en véritable connaissance grâce au développement du processus mémoriel. Cela permettra à l'homme de créer ses propres centres de savoir et de passer de la personnalité à la personne. Cette connaissance deviendra vivante et transpersonnelle, et l'homme pourra réaliser qu'elle fait partie de son savoir. Pour Bernard de Montréal, il y a une raison pour laquelle cette énergie est passée par la langue française pour l'écrit, car le centre géographique de cette énergie se situe au Québec. Le peuple québécois possède des qualités spirituelles et une position géographique qui le rendent propice à absorber cette nouvelle science spirituelle. À long terme, le peuple québécois deviendra plus intelligent dans sa spiritualité et pourra se définir comme une nouvelle représentation d'une conscience collective sur un plan matériel. Le peuple québécois a souffert de sa spiritualité par le passé, mais cela le servira positivement car il développera une forme d'intelligence déspiritualisée, créative et philosophique. Ce rapprochement avec le peuple juif est fait car le peuple québécois deviendra également une conscience initiatique basée sur des niveaux avancés de science mentale. Cette conscience du Québec peut être perçue par certains initiés et médiums, et elle deviendra de plus en plus évidente à l'avenir. Dans le texte, il est souligné l'importance pour le peuple québécois d'absorber de nouvelles idées liant la lumière et l'homme. Cependant, il est également souligné le danger potentiel de l'influence de nouveaux courants d'énergie, comme le channeling en Californie, sur les Québécois en raison de leur spiritualité et de leur intérêt pour la recherche. L'auteur met en garde contre les pouvoirs subtils de manipulation des intelligences sur d'autres plans et souligne la nécessité pour l'homme de différencier son énergie afin de ne pas être dominé par des formes venant du plan astral ou de l'invisible. Il est également mentionné que les puissances astrales deviennent de plus en plus fortes et que cela peut entraîner des suicides et de la folie, notamment en l'absence de connaissances scientifiques sur les lois du suicide et de l'aliénation. L'auteur propose d'établir une étude publique sur l'aliénation et l'influence du plan astral sur l'esprit humain, dans le but de permettre à l'homme de se désengager de cette manipulation et de l'aliénation, y compris le suicide. Il est également mentionné que l'involution et la conscience involutive deviendront de plus en plus évidentes dans tous les pays, en particulier dans les sociétés surinformées et saturées d'informations. L'auteur suggère que l'homme doit développer une conscience intégrale et être en mesure de soutenir sa propre vibration et d'accéder à son savoir universel. Enfin, il est souligné que l'homme doit réaliser qu'il existe un monde matériel, un monde spirituel, et un monde de la lumière qui a besoin des mondes inférieurs pour se réaliser dans la forme. Dans cet extrait, R parle de la matérialité et de la spiritualité. Il affirme que l'homme doit dépasser son attachement au matériel et se tourner vers des formes plus avancées de spiritualité, telles que l'occultisme, pour accéder à son intelligence. Il critique également le fait que de nombreuses personnes soient fascinées par des individus ou des prêtres de l'occultisme et de l'ésotérisme, disant que l'homme doit être intégral et ne plus être fasciné. Il affirme que chaque être humain a sa propre autorité et sa
propres capacités, et que la comparaison entre les individus est illusoire. L'auteur soulève également la question des enjeux environnementaux et de la destruction de la planète due au non-respect des lois écologiques. Il affirme que l'humanité ne peut pas évoluer sans choc et que ces chocs sont nécessaires pour éveiller la conscience. Cependant, les individus conscients pourront passer à travers ces chocs sans être affectés s'ils ont une conscience totalement éveillée. Il souligne également l'importance pour chaque individu de se préoccuper de l'évolution de sa propre conscience plutôt que de se préoccuper des chocs à venir. Enfin, il mentionne que ces chocs font partie de la destinée des nations. Dans cette discussion, l'auteur parle de l'avenir des nations et mentionne même l'émergence d'un grand raz-de-marée provenant du monde asiatique. Selon lui, les peuples asiatiques, en particulier les Japonais, ont une conscience sociale différente de celle des peuples occidentaux. Ils sont intuitifs, intelligents et opportunistes, et utiliseront leur pouvoir financier en relation avec leurs capacités sociales pour devenir très puissants et établir une hégémonie mondiale dans le domaine de l'économie. L'auteur prédit également une division des peuples en 4 grands blocs, asiatiques, socialistes, européens et américains. Il souligne déjà les tensions économiques liées au libre-échange, comme au Québec, et affirme que le Canada ne peut pas rester en dehors de l'axe économique américain. Il insiste sur la nécessité pour les politiciens d'avoir une vision à long terme, de regarder sur une période de 20, 25, 30, 40 ou même 45 ans, et de prendre des décisions politiques en conséquence. L'auteur affirme que pour devenir des acteurs économiques à la hauteur de leurs capacités, les Québécois et les Canadiens doivent se lancer dans la lutte commerciale, travailler et échanger avec des étrangers, et développer une capacité à transiger sur le plan international. Il souligne la force et la carrure des habitants de la région de la Beauce au Québec comme un exemple de ce que les Québécois doivent devenir, des individus capables de lutter et d'échanger avec différentes nations et de proposer des produits de leur créativité. L'auteur met en garde contre le fait de rester un pays affaibli, dominé et affirme que l'Amérique possède une conscience particulière qui doit être élevée et partagée avec d'autres nations. Il souligne l'importance de sortir de la petitesse d'esprit, des craintes et des inquiétudes. En termes d'énergie, l'auteur mentionne que le livre est axé sur le long terme et devrait être traduit dans plusieurs langues principales, notamment l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français, l'anglais, le russe et éventuellement le japonais. Dans cette interview, le narrateur parle de la nécessité d'une nouvelle façon de voir les choses pour l'humanité. Il estime qu'il y a des personnes prêtes à comprendre cette perspective dans différents pays et qu'il est important pour des individus comme lui de devenir des ambassadeurs de cette vision. Il explique que cette façon de voir les choses va au-delà de l'ego et n'est pas basée sur l'expérience humaine ou celle de l'âme, mais repose sur la fusion entre la lumière de l'homme et l'ego conscient. Il souligne que cette réalité ne peut pas être donnée à l'homme trop rapidement, car la conscience humaine doit évoluer progressivement. Il mentionne également que les mystères de la création, des technologies immatérielles et de la vie après la mort seront expliqués avec le temps. Le narrateur clarifie que le livre prépare les lecteurs à la lutte finale entre l'involution et l'évolution, et que nous sommes actuellement à la base du V. Il explique que le plan mental supérieur, appelé le supramental, est un monde parfait régi par les lois de l'architecture de l'esprit, tandis que le plan mental inférieur est structuré par les pensées humaines. Il souligne que la fusion entre ces deux plans crée un choc pour l'ego. Le narrateur conclut en disant que la fusion entre l'âme et l'esprit, qui est la source de la pensée créative pour l'ego, est possible si l'ego la vit sans réflexion, sinon il reste dans une pensée subjective et involutive. La fusion entre l'énergie de l'esprit, de l'âme et de l'ego est essentielle dans le processus d'évolution de l'humanité. Ce processus permet à l'âme de se libérer de la mémoire personnelle pour devenir une mémoire cosmique, tandis que l'ego agit comme une lentille permettant à cette énergie de descendre dans le plan matériel. Il est prévu que l'homme atteigne une compréhension politique de l'invisible, détruisant ainsi la forme de l'esprit et ouvrant la voie à une nouvelle compréhension des mondes invisibles et de leur gouvernance. L'objectif ultime est que l'homme puisse contrôler la matière, grâce à une conscience allégée et créative, tout en libérant l'âme des lois de la mémoire. Cependant, l'homme doit cesser de vivre dans le passé et adopter une attitude créative tournée vers l'avenir. La future humanité sera différente, une autre race mentale, où l'homme sera libéré du temps psychologique de l'ego et entrera dans le temps psychique de l'âme. Des chocs importants devront cependant être surmontés pour que l'esprit de la race humaine puisse être ébranlé et recevoir un nouvel esprit. Le temps est une gestion de l'énergie et crée une notion de passé, présent et futur. Sur le plan éthérique, le temps existe,
mais l'énergie de l'esprit est instantanée. La fin des temps est la fin d'un cycle d'involution et la prédominance des races involutives corporelles sur l'évolution de la Terre. C'est l'ascension de l'homme vers une nouvelle corporalité, le contrôle du monde de la mort et l'arrêt du pouvoir des forces arimaniennes et lucifériennes sur la planète. Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que l'être humain sera amené, grâce à son véhicule subtil, à rencontrer des intelligences pour établir des lois. En raison de l'ingravité du corps éthérique, l'homme devra vivre sa conscience éthérique dans le sous-sol de la Terre, près de la surface, pour pouvoir contrôler les forces élémentales. Cependant, la conscience croissante de l'homme va perturber les forces telluriques, créant des troubles tels que des tremblements de terre et des changements climatiques. Une nouvelle élection aura lieu dans le gouvernement invisible de ces intelligences, et cela marquera une révolution dans l'invisible, amenant l'homme à vivre le choc de ces changements. Les lois de l'involution, qui sont les lois de la mort à différents niveaux, seront également transformées. Lorsque l'homme passera à l'évolution, le doute disparaîtra de sa conscience et il perdra son égocentrisme. De plus, les forces astrales perdront leur pouvoir sur lui. En ce qui concerne le terme été réel, Bernard de Montréal explique qu'il s'agit de la qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière. Par exemple, la pensée est considérée comme étant été réelle, car elle n'est pas régie par les lois de la gravité. L'homme sera en mesure d'utiliser sa pensée pour résoudre les aspects de sa conscience qui l'empêchent d'évoluer. Dans cet extrait, l'auteur explore le concept de véhicules éthériques et astraux, ainsi que leur relation avec la pensée subjective et télépathique. Il affirme que l'homme aura besoin de développer un plan mental totalement développé pour pouvoir utiliser un véhicule éthérique et devenir immortel dans le sens où il pourra se déplacer sur un autre plan. L'auteur explique également que notre conscience humaine a été limitée par les lois de l'involution, mais que nous retrouverons cette conscience totale et intégrale grâce à notre évolution. Il préconise une science intégrale qui unifiera toutes les sciences et permettra de comprendre l'unité entre la matière et l'esprit. L'auteur mentionne également l'existence de l'anti-esprit, qui crée des impressions dans l'ego et rend l'homme naïf, soulignant la nécessité de devenir créateur de son impression plutôt que d'être impressionné. Dans cette interview, Bernard de Montréal parle de différents aspects de la spiritualité et de l'évolution de l'humanité. Il mentionne la magie noire comme une forme grotesque de la spiritualité et la médiumnité non comprise comme dangereuse. Il souligne également les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des énergies sans en comprendre les implications. Il aborde ensuite la question du contact entre l'humanité et d'autres civilisations, prédisant qu'il se réalisera officiellement vers l'année 2070. Cela entraînera la formation d'une religion universelle sur Terre, bien que cela soit triste, mais considéré comme nécessaire pour que l'humanité puisse progresser dans sa conscience. Cependant, de Montréal souligne que toute intervention extraterrestre sur Terre devra être équilibrée par une autre énergie, ce qui ne se produira pas tant que l'humanité n'aura pas assez élevé son niveau de conscience pour établir un lien avec l'éther et créer une régence planétaire. Il insiste sur le fait que les êtres extraterrestres ne sont pas nécessairement plus évolués en conscience que les humains, car ils sont davantage axés sur l'étude et la compréhension de la matière. Ils ont développé des technologies immatérielles avancées grâce à la création de tunnels dans la matière. De Montréal affirme que la véritable conquête pour l'humanité sera celle de l'esprit, et que lorsque cela sera réalisé, il n'y aura plus assez d'espace matériel pour elle. À ce moment-là, l'humanité entrera dans les espaces éthériques et créera une nouvelle échelle de civilisation. L'homme nouveau, conscient et intégral, aura accès à la conscience éthérique et deviendra le protagoniste de la conscience évolutive cosmique. Il conclut en disant que pour comprendre l'homme, il faut le considérer sur le plan éthérique, où il est beau, grand et intelligent, ayant accès à la science cosmique grâce à son initiation. Dans l'évolution politique des mondes invisibles, les êtres étrangers, que nous appelons extraterrestres, viendront vers l'homme nouveau afin de comprendre les lois des mondes magnifiques qui seront mis à sa disposition. L'homme nouveau sera différent de tout ce qui a précédé, il n'aura aucun modèle à suivre. Son âme devra être transmutée pour ne refléter que la lumière de l'esprit et être en harmonie avec cette énergie. Quant à lui, sera utilisé de manière créative dans la matière et sur le plan éthérique du mental. L'homme nouveau sera immortel dans le sens où il sera capable de voyager sur tous les plans et dans tous les temps, sans limitation ni barrière, et ne sera soumis à aucune politique cosmique. Le livre se termine par un chapitre sur le Christ mondial, qui est l'expression d'une conscience créative totalement libre du connu. Il ne s'agit pas d'un être, mais d'une agrégation de conscience unifiée.
dans le mouvement créatif de l'énergie cosmique, à travers une transparence totale de l'âme et de l'ego. En ce qui concerne le Messie, c'est un concept qui est bon pour les masses humaines, car elles ont besoin d'un espoir pour sortir de leur faiblesse. Mais lorsque l'homme sera dans sa force, il n'aura plus besoin de Messie, car il réalisera qu'il fait lui-même partie de cette conscience créative. Dans les premiers temps de cette évolution, l'homme conscientisé réalisera qu'il a sa place sur Terre et qu'il ne peut plus laisser la symbologie ou l'histoire du symbole occuper une place dans son mental. L'objectif ultime est de créer pour le public et pour ceux qui cherchent, car il y a un grand amour pour les gens qui cherchent. La raison pour laquelle les hommes souffrent aujourd'hui est due à leur confiance aveugle en l'homme. L'homme est naïf et cela devient évident au fur et à mesure de notre évolution, lorsque nous prenons conscience de notre énergie et de notre intelligence. Nous vivons actuellement une guerre des esprits. Il est préoccupant de voir des gens marcher dans la rue en se parlant, sans même savoir avec qui ils discutent. Beaucoup souffrent de solitude et il est important de comprendre le fonctionnement psychique de l'homme. Chacun d'entre nous possède son propre intelligence, mais il faut lui donner l'opportunité de l'explorer. Au Québec, nous avons accès à de nombreuses connaissances sur l'homme et nous devons saisir cette opportunité. Il existe beaucoup de personnes dans le monde qui savent des choses et qui perçoivent des choses, mais elles ne sont pas assez connectées entre elles. Lorsque nous pouvons discuter de nos expériences intérieures avec des amis de manière objective, nous nous sentons mieux, car nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Mais de nombreuses personnes se sentent seules et vivent des expériences intérieures sans avoir de référence interne solide pour leur identité, ce qui est difficile. En tant que personne publique, est-ce aurait toujours accès à moi à travers mes paroles. Il y a tellement de choses à dire et il faudra du temps pour répondre à toutes les questions. Mais le nouvel homme est déjà en évolution et cette science intégrale fait déjà partie de la conscience de la planète. Nous devons seulement apprendre à supporter cette science, à supporter ce que nous savons, même si c'est un peu, et cela nous permettra de communiquer sur d'autres niveaux avec d'autres hommes et d'autres intelligences. Pour l'instant, devons reconstruire notre identité en nous libérant du passé qui nous a enlevés, afin de prendre le contrôle de ce que nous sommes, des êtres de lumière faits de lumière. Il est important de ne pas être fasciné par ceux qui parlent ou agissent, mais de se regarder soi-même, de se voir en tant qu'intelligence. Lorsque l'homme commence à se voir en tant qu'intelligence, il n'est pas habitué et son ego réagit, mais avec le temps, il s'y habitue. Être intelligent deviendra alors naturel et facile. La science de l'esprit deviendra la connaissance de l'homme. Lorsque l'homme sera dans la science de l'esprit et partagera cette connaissance avec le monde, il n'aura plus besoin de vérifier s'il est intelligent ou non. Nous avons été endormis pendant des millénaires, mais l'homme sortira de sa tombe, découvrir qu'il est extrêmement bien placé pour savoir. Dans cet extrait d'un dialogue entre Bernard de Montréal et un interlocuteur, Bernard explique que la réalité doit être progressivement révélée à l'homme, car sa conscience et ses émotions sont encore primitifs et animalisés. Il soulève des questions sur la création, les technologies immatérielles, les rêves et la vie après la mort. Il mentionne également que son livre prépare l'homme à la lutte finale entre l'involution et l'évolution créative. En analysant les titres des différents chapitres de son livre, il aborde des sujets tels que le libre arbitre, la compréhension de la mort, l'épuration du mental humain, la relation entre la pensée humaine et la vérité, le psychisme humain, le dépassement du subconscient, le doute et la croyance. Dans ce passage, Bernard de Montréal parle de différents sujets abordés dans son livre. Il souligne l'importance de ne pas croire aveuglément en des entités, mais d'être intelligent et de ne pas perdre sa propre puissance mentale. Il évoque également la possibilité de communiquer avec d'autres intelligences sur d'autres plans, et la nécessité pour l'homme d'être intelligent dans ces échanges. Il explique ensuite la conscience de l'atome et la possibilité pour l'homme d'utiliser cette nouvelle conscience pour créer une technologie immatérielle. Enfin, il aborde le concept du Christ mondial qui, selon lui, fait partie d'une conscience collective et doit être compris comme un moyen pour l'homme de se grandir lui-même et de se mettre sur son propre plan. Le livre s'adresse à tous ceux qui sont en quête d'une prise de conscience et qui souhaitent approfondir leur compréhension des mystères de l'infinité. L'auteur, dont la maison d'édition est Science Intégrale, explique que le symbole représenté sur son logo n'est pas un pied de femme, mais un pied d'être humain. Il a choisi cette image pour illustrer le concept de l'homme nouveau, que celui-ci soit une femme ou un homme. Le serpent représenté est écrasé par le pied, en référence à un passage de la Bible, symbolisant ainsi le fait que l'homme doit écraser l'ancienne connaissance et prendre le contrôle de son évolution.
L'auteur souligne que l'homme ne sera plus régi par le passé et utilisera ses pieds plutôt que sa tête pour progresser.